effet présenter seul le premier article du volume que nous avons écrit à deux. Mon collègue Yannick Chevalier, qui enseigne la grammaire, la langue française et la stylistique à l'Université de Lyon 2, et moi-même qui suis littéraire, qui enseigne la littérature française et les études sur le genre. Alors, nous abordons dans cet article peut-être un sujet qui ne fait pas partie de ces débats brûlants qui viennent d'être évoqués, mais qui est absolument fondamental pour comprendre ce qui se joue dans la notion de genre, c'est la langue. La langue, puisque le terme de genre vient de la grammaire. Alors, quand je dis que ce n'est pas un enjeu brûlant, c'est néanmoins la source d'un débat récurrent à chaque fois que l'on polémique autour de la féminisation des noms de métiers, des noms de fonctions, et qu'on se demande s'il faut dire Madame la ministre, ou Madame le ministre, ou Madame la députée, ou Madame le député. Et nous avons voulu, dans cet article, aborder deux questions qui sont étroitement liées. La première, c'est pourquoi être allé chercher dans la grammaire ce terme de genre pour problématiser les questions que la notion permet de poser. Avec une question subsidiaire, c'est en anglais qu'on a fait ça d'abord, Laurie Lefer vient de le rappeler, et on a parfois prétendu, enfin les adversaires du genre ont parfois prétendu que ce qui fonctionnait en anglais ne pouvait pas fonctionner en français. Donc on a voulu aller voir cette question de près et on montre que ça n'est absolument pas le cas. Et puis ensuite, nous avons essayé de faire une synthèse claire, mais tout de même précise et appuyée sur des travaux scientifiques, de tous les éléments qui peuvent conduire à dire que la langue française est une langue sexiste, c'est-à-dire une langue qui conduit à faire une part défavorable ou seconde aux femmes et au féminin. Alors, d'abord sur le premier point, le terme de genre est emprunté à la grammaire. Cela en anglais, au milieu des années 50, d'abord par un psychologue, John Monnet, puis ensuite par un psychiatre, Robert Stoller, tous les deux travaillant sur la question des intersexes. Et tous les deux, lorsqu'ils veulent montrer le rôle fondamental de l'éducation et du social dans la construction des identités sexuelles, vont chercher ce terme de gender. À ma connaissance, ni l'un ni l'autre n'explique vraiment pourquoi, probablement parce que cela paraissait évident, tant il est évident que le langage joue un rôle fondamental dans l'acquisition d'une culture, d'une vision du monde et dans la construction de soi et de son identité. Si vous vous adressez constamment à un enfant, enfin, ou à une personne d'ailleurs, quel que soit son âge, au masculin ou au féminin, si vous demandez à cette personne de parler d'elle-même constamment au masculin ou au féminin, il est évident que ça a un effet très puissant sur la construction de son identité sexuelle, la perception que cette personne a d'elle-même et de sa place dans le monde. Et donc, elle va être conduite ainsi à se sentir garçon ou fille, homme ou femme. Donc, au début, ça n'est pas explicité. Et puis, quand l'historienne John Scott, dans un article qui a joué un rôle important en France, parce que c'est un des premiers articles traduits sur le genre, théorise la notion, elle insiste beaucoup sur ce point. Et elle dit deux choses. Elle commence son article en citant le début de la définition de l'Oxford English Dictionary, genre terme uniquement grammatical, je passe la suite, et ensuite elle insiste sur le fait que l'usage nouveau en un sens de critique féministe du genre est plein de possibilités encore inexplorées et qu'on aurait intérêt à explorer. Et je crois que ce qu'elle disait alors, au milieu des années 80, est encore assez vrai aujourd'hui. On n'a pas exploré tout ce qu'il y avait de ce côté de la langue et de la grammaire. Alors, la définition du dictionnaire d'Oxford, on s'en est beaucoup servi ensuite pour dire constamment que genre, c'était un emploi abusif d'un terme de grammaire. La définition dit que ça n'est pas correct de se servir du terme de genre pour parler de l'identité sexuelle de quelqu'un. Et puis on a beaucoup dit aussi que c'était un terme emprunté à l'anglais et qu'en français c'était tout différent.
Alors en fait, en travaillant beaucoup sur les dictionnaires et sur l'histoire des deux langues, ce que nous avons montré, c'est que en fait, la différence n'est pas si nette et que en français comme en anglais, dès le XIIe siècle, on trouve des emplois de genre dans un sens qui n'est pas seulement grammatical et dans un sens qui est proche de l'emploi actuel sexe-social. Alors, je vais vous donner deux exemples parce qu'ils sont intéressants et amusants tous les deux. Le premier vient de Lady Montaigu au XVIIIe siècle, donc je traduis de l'anglais, je ne commande pas la traduction, je n'ai pas le temps. Donc John Scott cite cet exemple souvent donné par les dictionnaires parce qu'il inspire beaucoup de réflexion. Elle dit « La seule chose qui me console d'appartenir à ce genre, donc gender en anglais, est la certitude que je ne me retrouverai jamais mariée à quelqu'un qui en serait de ce genre. » Voilà. Donc là, on voit bien que voilà, le sens de sexe social est assez, et d'identité sexuelle est assez présent. Et puis le deuxième exemple, il est très très connu dans la littérature française, c'est la fin du premier volume de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust, quand à la fin d'Un amour de Swann, Swann se dit « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, je passe un petit peu, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » Et à ce moment-là, sous la plume de Proust, il est bien évident qu'il ne s'agit pas seulement de dire que Odette avait peut-être quelques vulgarités dans son comportement social, mais aussi qu'elle n'était peut-être pas du bon genre dans les relations de genre et de sexe qu'il y a entre les deux personnages. Alors, si ce mot met du temps ensuite, dans les années 80-90, à s'imposer en français au sens du gender anglais, au sens de sexe social, et s'il suscite des méfiances ou des résistances, ce n'est donc pas pour des raisons linguistiques. C'est très facile quand on ne veut pas entendre une question, quand on veut se débarrasser d'un mot et des questions qu'il pose, se dire « Ah mais non, mais c'est la faute à la langue, en raison de la langue et de la tradition de la langue française, on ne peut pas. » Mais en fait, en l'occurrence, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et on s'aperçoit très bien que c'est lorsque ce mot devient très clairement porteur d'une critique féministe et d'une réflexion critique sur la bicatégorisation contraignante et hiérarchique des êtres que les résistances apparaissent. Et ces résistances, elles sont de milieux multiples et déployées avec des arguments différents dont certains méritent d'être pris en considération. Et cette résistance est longue et elle est très institutionnalisée puisque, encore en 2005, la Commission générale de terminologie dépose une conclusion indiquant que la substitution de genre à sexe ne répond pas à un besoin linguistique et l'extension du sens du mot genre ne se justifie pas en français. Donc, dans ce livre, collectivement, nous serions donc toutes et tous complètement à rebours des besoins de l'esprit et de la logique de la langue française. Et on voit bien que cette recommandation toujours valide, est en même temps inapplicable au moment même où elle est avancée, puisque en 2005, déjà les institutions européennes utilisent constamment cette notion de genre. Voilà. Donc, rien ne s'oppose à en faire usage, et il faut en faire usage, d'autant plus que cela permet, du côté du langage, de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments très intéressants. En effet, le genre grammatical, s'il n'est pas le genre au sens de gender, sexe social pour dire vite, permet de prendre conscience de plusieurs éléments. Un, il n'y a pas un système de genre grammatical dans toutes les langues. Et dans les langues où genre il n'y a pas forcément deux genres, masculin et féminin. Donc d'emblée, on voit qu'il y a une variation culturelle et linguistique de cette façon de catégoriser les êtres du monde et les êtres humains. Ensuite, si on reste sur une langue, la langue française, on voit que les noms ont pu changer de genre au cours du temps et que les règles de grammaire qui président à l'accord du genre, et c'est compliqué en français, ont pu changer aussi. Donc, il n'y a pas d'éternité ni de fatalité. C'est lié au mouvement de l'histoire et aux mouvements sociaux. Et enfin, si on commence à regarder du côté de la langue, on s'aperçoit combien la langue que nous parlons, et toutes les langues, que ce soit le français ou une autre, mais pour nous le français, est déterminante dans notre vision du masculin et du féminin et des rapports de genre.